Bonjour à tous. Ah, vous avez bien aimé le livre. C'est génial. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous avez apprécié ce livre de Yael Didier. Donc j'en arrive à ma troisième histoire. Et à l'unanimité, donc vous avez bien aimé l'histoire de Jeanne d'Arc. J'ai adoré aussi. Excusez-moi, je vais éteindre le portable parce que vous l'avez compris dans ma vidéo de l'autre soir, c'est assez insupportable. Et quand je me détends avec vous, je me détends avec vous. Alors, je vous lis juste la quatrième de couverture, on ne va pas recommencer. Vous avez les autres vidéos pour les nouveaux qui arrivent, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et donc, je vous lis la quatrième de couverture et on passe tout de suite à l'histoire. Oh, j'ai investi dans du luminaire. Hein. Mes yeux se font yeux. Mes yeux se font yeux. Mes yeux, vieux yeux. Hein. Yael Didier. Les grandes voyances de l'histoire. La voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l'histoire? Donc, il a été écrit en association avec Michel de Grèce, ce livre, qui est un romancier historien très connu. La réponse s'appelle Yael Didier. Scellée sous enveloppe une photo de Marilyn Monroe, un portrait de Mozart, de Nostradamus ou du pharaon Akhenaton, soumettez-les à la plus célèbre voyante de France, un extraordinaire monologue s'engage dans le temps, au terme duquel Yael Didier découvre le personnage Dracula, Shakespeare, Louis XVII ou Marilyn. Mieux encore, elle déchiffre le secret de leur vie et de leurs œuvres, résout l'énigme de leur naissance, de leur mort ou de leur légende. Qui était en réalité Jeanne d'Arc? Les amants de Mayerling se sont-ils suicidés ou ont-ils été assassinés? Où est la dépouille de Mozart? Qui était Jack l'Éventreur? Grâce au don divinatoire de Yael Didier, 20 des plus grandes énigmes de l'histoire sont ici éclaircies dans ce document exceptionnel qui ravira autant les amoureux du mystère que ceux de la vérité. Alors, j'ai choisi de vous lire aujourd'hui, tadam, vous avez voté à l'unanimité, presque pratiquement, le comte Dracula. On s'amuse bien, hein? Vous êtes bien installés, c'est bon? Vous êtes préparé un petit thé? Ou bien Sylvie a sorti son tricot? Je crois qu'il y en a qui m'écoutent en tricotant, ou qui m'écoutent en cuisinant, ou qui m'écoutent allongée dans le canapé le dimanche après-midi. Oui, oui, vous m'avez fait des retours. Le comte Dracula. Dracula, le personnage mythique du roman de Bram Stoker, publié en 1897, a eu son modèle en la personne de Vlad Tepes, dit Vlad l'Empaleur, prince de Valachie et fils de Vlad Dracul, c'est-à-dire le diable, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Son invraisemblable cruauté, les innombrables horreurs qu'il commit le firent passer dans tous les Balkans pour un monstre, un épouvantail dont on terrifiait les enfants indociles. Un vampire sortait de sa tombe pour sucer le sang des vivants. Dans les années 1930, les historiens roumains commencèrent à s'intéresser sérieusement à lui. On retrouva les ruines de son château à Poenari, en Transylvanie. On fouilla sa tombe au monastère du mont Snagov. Elle était vide, ce qui ne fut pas sans accréditer la légende. Nous avons voulu savoir qui était en réalité ce personnage terrifiant et ce qu'était devenu son cadavre. Une enveloppe scellée, contenant un livre consacré à Vlad l'Empaleur, le comte Dracula, est soumise à Yael Didier. Yael Didier. Cela remonte à très loin.
Quel est son rapport avec Rome ou l'Italie? Est-ce un homme avec une grande barbe? Est-ce un philosophe? Un homme politique? Plutôt politique. Guerrier. Oui, peut-être guerrier. J'y arrive. L'homme s'est entouré de philosophes. Je le vois en armure. Il a un côté militaire, mais en même temps, il était philosophe dans sa façon de penser. Un homme très dur. Oh là là, qu'est-ce que c'est violent, mon Dieu, autour de lui, le sang coule, le sang coule. On remonte au XVIe siècle, même plus tôt, j'entends, XVe siècle. Dracula, entre parenthèses, est né en 1431 et mort en 1476. Oh là 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 là, je vois des éventrés comme si on leur ouvrait le ventre avec une dague. Le sang coule, coule, coule. C'est bizarre, cet homme en même temps était un esthète. Il aimait s'entourer de belles choses, malgré cet aspect guerrier. Il y a un paradoxe entre ce côté guerrier violent, baignant dans la violence, et cette douleur chez lui, dans son foyer, dans sa maison, dans son entourage. Une grande douceur et une certaine bonté. N'était-il pas un peu fort avec de bonnes joues, des pommettes très hautes? À un moment donné, il avait certainement la barbe. Je vois de la barbe, je le vois assez beau d'ailleurs. Il était sec au départ, puis fort à la fin de sa vie. Parce que je vois un côté lourdeau, et puis je le vois émacié. Pourquoi a-t-il un grand crucifix, une grande croix devant lui, ou alors il a un emblème? Je vois une croix, comme s'il portait une toge, un surplis avec une croix, un surplis blanc. Je le vois avec une croix. Ou alors, cet homme a été entouré d'hommes d'église. J'en vois beaucoup, oui, maintenant j'en vois plusieurs. Je vois des hommes en surplis blanc avec des croix, ce sont des prêtres ou des religieux, je ne sais pas. C'était important pour lui, était-il un guerrier en deux religions? Il a eu femme et enfant, non? Je vois une femme, des enfants, il a une quantité d'enfants, au moins 5 ou 6, je ne sais pas combien il en reste, mais au moins 5 ou 6. Il a eu un fils, non? Entre parenthèses, Dracula eut 3 enfants et des bâtards. Il a eu probablement un fils et il a une fille aussi, une fille qui était religieuse. Plusieurs de ses enfants sont morts en bas âge. Le 3e, entre parenthèses, Mircea est mort jeune. Un fils était important. Cet homme était entouré d'hommes. Je vois sa femme, mais elle avait un petit rôle complètement effacé. Entre parenthèses, la femme de Dracula se suicida en 1462 pour ne pas tomber aux mains des Turcs. La seconde, dont on ne connaît pas le nom, était une des sœurs du roi de Hongrie. Fermez la parenthèse. Ce qui me frappe chez cet homme, c'est sa bonté. Très dur, mais très juste. Il était impitoyable, mais il n'était pas méchant. Tout pour l'État, son pays, son peuple. Il a régné sur 2 endroits différents? Ou alors ce pays était coupé en 2? Je vois un pays coupé en 2. Il y a à ses côtés, un homme fort, assez connu, dont on a fait des portraits. Un homme gros, très gros. Il a eu la réputation d'un sanguinaire. Il a tué énormément de monde, mais il n'était pas vraiment méchant. J'insiste. S'il était dur et cruel, il savait être juste et bon. Il n'écoutait que lui-même. Je sens l'autocrate parfait. A-t-il eu un ennui de vessie? Je suis sûre que cet homme avait des blocages rénaux, de vessie, des voies urinaires. Il a été sur le trône. Dracula a régné de 1456 à 1462. C'est une parenthèse. Parce que je vois un trône. Mais le pays est coupé en 2.
Cela touchait la Sibérie, parce que je vois de grandes steppes enneigées à l'infini, glaciales. Oh, il fait froid. Entre parenthèses, les grandes plaines de la Valaquie. Mais cet homme pouvait se nourrir de rien. Il était très frugal, alors qu'autour de lui on dévorait. Donc, le gros que j'avais vu, c'était pas lui. Ce personnage important et que vous devez retrouver à côté de lui était probablement religieux ou homme d'église. Il est marqué par sa mère, très marqué, plus que par son père. Sa mère a régné, mais de façon occulte. Je vois une puissance, une influence occulte, souterraine de la mère. Elle est morte violemment, brusquement. Elle a souffert énormément. Elle n'a pas été tuée, non. Mais lui, en revanche, a été tué. Je ne le vois pas mourant dans son lit. Je vois une mort violente. Mais il s'y attendait. Il est allé au-devant de son destin. Entre parenthèses, Dracula fut décapité par les Turcs en 1476. Il avait une philosophie de la vie qui lui était propre. Il professait: je suis l'élu de Dieu, donc je peux tout. Dieu sait s'il est passé pour sanguinaire. Il y a eu tellement de morts autour de lui. Je vois des jeunes gens tués, des enfants, des villages. L'armée tuait tout sur sa route. Entre parenthèses, l'armée de Dracula a rasé des dizaines de villages et tué des milliers de gens. Sous son règne, 2 pays se sont réconciliés ou ont été annexés ou quelque chose de ce genre. 2 traités importants ont été signés, dont l'un de paix entre un pays étranger et un autre pays étranger. Entre parenthèses, la Hongrie et l'Empire ottoman, c'est 1400, 1500 à peu près. Je vois des gens qui signent. Il est mort assez vieux. Parenthèse, Dracula est mort à 45 ans. Pour l'époque, il est mort vieux. Il boite, il marche en claudiquant. Il adorait le bleu. Il avait des vêtements bleus lumineux, bleu roi. Je le vois pourtant un manteau de cour avec de l'hermine, de la fourrure blanche. Il était très grand, mince et grand. Entre parenthèses, Dracula est représenté avec un manteau d'hermine. Il y a tellement de religieux autour de lui, il était fanatique, fanatique, fanatique. Il aimait le théâtre, aimait de temps en temps assister à des fêtes. Il est mort la nuit, il est enterré la nuit. Sa mort gênait, je veux dire que le fait d'apprendre sa mort gênait. Il fallait attendre un certain temps. Cela se passe un soir, on l'enterre un soir. Sa sépulture a été profanée. Je vois une sépulture profanée. On vient enlever son cadavre la nuit, peu de temps après sa mort. J'entends. Le corps était encore chaud. Enfin, c'est une image. C'était qu'un jour peut-être un mois après sa mort. Je me demande si c'est pas sa famille qui l'a fait disparaître. Les terres sont occupées, la famille est chassée. Non, sa tombe a été profanée par des envahisseurs. Portait-il des bagues? Je le vois enterré avec des bagues. Il y a profanation, par vengeance contre lui. Mais c'est des fanatiques. On a pillé ce qu'il y avait à piller. Les bijoux, tout ce qu'il y avait. Une énorme croix en or a été volée. Je le vois couché avec cette énorme croix en or. Il y avait des pierres extraordinaires, des saphirs, des émeraudes, des pierres, des tas de pierres. On s'est vengé en jetant son cadavre ailleurs. Ce sont des ennemis. C'est la vengeance de fanatiques. Je vois bien la scène. On est en train d'ouvrir les tombes, la sienne, et en 2 ou 3 autres, et on pille, on prend ce qu'il y a, des bijoux. On a laissé les autres corps. Je ne vois pas les autres corps enlevés. C'est bien le sien qui a été enlevé, par vengeance. C'est l'armée adverse qui a perpétré cela. Je vois vraiment son cadavre jeté dans le caniveau. Ceux qui ont fait cela ont des uniformes verts, vert de gris. Beaucoup d'hommes à cheval. Une partie de cette armée porte une espèce de panache sur la tête.
Ces uniformes ont un côté cosaque, très serré à la taille. Je vois des bottes très serrées. Ce qui me frappe, c'est cette coiffure. Ce couvre-chef très spécial, très élevé, avec une plume qui part très haut. Cet enlèvement a été fait par son armée. Cet homme avait des connaissances ésotériques étendues. Il était fanatique. Il était entouré de prêtres et il s'accompagnait de magie, à l'opposé de son aspect très soldat. En fait, il était très superstitieux, avec un côté Dracula. Il est mort à l'armée. Entre parenthèses, Dracula a été fait prisonnier lors d'un combat près de Bucarest, puis décapité par les Turcs. Je sais qu'il a été blessé. En tout cas, il est peut-être mort de ses blessures plus tard, mais il a été blessé. Je vois des exorcistes autour de lui, de grands kabbalistes. Il était féru d'occultisme. Ce sont eux qui ont pris sa dépouille. Sa tombe est profanée. On vole les pierres et les bijoux. C'était l'armée ennemie. On pille mais on laisse le corps. Les prêtres dont il était entouré, des kabbalistes, bien que ce fussent des religieux, ont pris sa dépouille. Ce sont eux qui ont pris sa dépouille pour suivre un rite ou par rite. Ils l'ont mis dans une autre sépulture ailleurs, en grand secret. Je vois tout un rituel autour de son cadavre pendant 13 jours. On lui met une espèce de sel d'onguent. On embaume son corps. Ils en ont fait un symbole, un saint vénéré. Je le vois enterré dans un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus innocent. Et je le vois dans une chapelle. Je crois que si on cherchait... Non, cet endroit n'existe plus. Ce n'est pas dans un château. Je vois des ruines couvertes d'herbes. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas loin d'une montagne. Ils l'ont pieusement gardé et conservé dans un caveau, quand ils ont vu que sa sépulture avait été profanée. Parce qu'il était un des leurs. Il était un symbole pour eux. Le portrait existant de lui n'est pas très ressemblant. C'est un homme qui dormait peu. Il avait les yeux tout jaunes, le blanc de l'œil jaune. À la fin de sa vie, il a été très malade. Peut-être un problème de foie, parce que je vois les yeux très jaunes. Des yeux très jaunes, maigres, il est très maigre. Je revois ce personnage tout le temps autour de lui. Il a dû être admirablement servi, épaulé, guidé par un homme très gros. La légende est née de son côté ésotérique. On ne retrouvera pas les restes de sa dépouille. De l'eau coule non loin de l'endroit où les kabbalistes l'ont enterré. Je vois une rivière qui coule, un étang. Entre parenthèses, le monastère de Snagov, où fut enseveli le corps de Dracula, a été bâti sur une île. Ce n'est pas loin d'un château. Je vois cette chapelle non loin. Si on trouve, non loin d'un château, des ruines d'un château, une chapelle, les traces d'une chapelle, c'est là. Ou d'autres ruines, ce serait là. Ce serait là-dessous, dans un endroit désertique, complètement désertique, il n'y a plus rien. Il devait y avoir 3 dalles. Du monastère de Snagov, il ne reste que des ruines. Il se sentait investi d'une mission. Il n'a jamais un seul instant douté de lui, de ce qu'il faisait. Ce sont surtout ses soldats qui étaient sanguinaires. Tout ce qui touchait la famille le sensibilisait. La famille est sacrée. Après moi le déluge. Tout pourrait arriver. Cela ne le concernait plus. Il avait ce côté guerrier. La vie humaine ne représentait rien pour lui. Mais il a aussi eu à sa cour des gens raffinés, des gens de théâtre. J'entends beaucoup de musique. Sa femme aimait les arts. Yagel, vous devez savoir s'il s'agit de Dracula. Yagel Didier répond. Dracula? Ah bon? Oh, je ne l'aurais jamais imaginé ainsi. Alors le commentaire sur cette histoire. Quel étrange portrait de Dracula Yagel Didier vient-elle de nous livrer?
Aussi curieux que cela puisse paraître aujourd'hui, ce portrait appartient bien à la réalité, celle de Vlad Tepes Dracula, surnommé l'Empaleur. Vlad est célèbre pour avoir été un des personnages les plus sanguinaires de l'histoire. Il a supplicié et tué un nombre considérable de gens, avec des raffinements de sadisme, perfectionnant en particulier le supplice du pal, d'où son surnom. Alors je vois les éventrés, comme si on leur ouvrait le ventre, d'où lui venait ce terrible goût. Prisonnier des Turcs de 1444 à 1448, Vlad n'a-t-il pas connu tous les raffinements des plus exquis aux plus terrifiants qu'appréciait le sultan son geôlier. Mais, et quelle étonnante contradiction, Yagel Didier évoque quelques instants plus tard sa lourdeur et surtout les religieux qui de fait l'entourèrent. Le prince Vlad était un esthète, comme le dit Yagel Didier, et dans l'entourage duquel vivaient des moines franciscains et cisterciens. Les uns étaient installés à Targoviste, les autres à l'abbaye de Carta, et Vlad entretenait avec ces deux ordres d'excellentes relations. Il aurait même à son actif la fondation de 5 abbayes. Est-il possible que certains d'entre eux, des kabbalistes, aient été des adeptes de pratiques magiques, de meurtres rituels, et qu'ils aient entraîné leurs bienfaiteurs dans ces voies? Si c'était le cas, ils auraient pu effectivement enlever sa dépouille. Après le pillage de sa tombe, pour se livrer à quelques rites secrets, je vois ces gens en train de faire tout un rituel autour de son corps. Malheureusement, il n'a pas été possible de trouver trace de l'homme, gros et fort, qui était aux côtés de Vlad. Physiquement, Vlad était, comme le voit Yagel Didier, un homme râblé et fort, pas très grand, avec un visage mince et rougeaud. D'après la description qu'en fit Maudrassa à Pie II, puis émacié et d'une pâleur maladive, d'après la miniature du musée d'art de Vienne. Il portait une longue moustache et revêtait quelquefois le costume à la hongroise, avec la cape d'hermine et la toque de fourrure à aigrette richement ornée de pierres précieuses. D'autres détails énoncés par Yagel Didier méritent d'être soulignés. Était-il un guerrier de religion? Demande-t-elle. Très jeune, Vlad Dracula se fit une réputation de combattant du Christ contre les Turcs. Plus loin, elle voit que le pays était coupé en deux. C'était le cas. La Valaquie vivait en état de guerre permanente, occupée par les Turcs, puis reprise par Vlad, conquise ensuite par le roi de Hongrie, etc., etc., etc. Vlad n'occupe d'ailleurs son trône que par intermittence. En ce qui concerne la mort de Dracula, elle est bien violente. On l'a vu puisque fait prisonnier par les Turcs en décembre 1476, il mourut décapité. Sa tête fut envoyée à Constantinople où elle fut exposée sur un pieu. Une légende naissait. Voilà, j'ai terminé l'histoire de Dracula vu sous l'angle de la connexion, la canalisation de Yagel Didier. Alors, on est là, parce que c'est une voyante, on est là dans de la voyance qui s'appelle, on a mis un nom, Allan Kardec, encore lui, a posé un nom. Ah ben non, les bouquins ne sont pas là, j'ai plus de place. Ça s'appelle de la rétrocognition. En voyance, on peut remonter dans le passé, très très loin, enfin plus c'est loin, moins ce sera précis, bien évidemment. Et on peut voyager dans le futur avec le don de voyance. Ça sert à ça. Et c'est pour ça que quelquefois, je ne vis pas tout de suite dans le futur de la personne. On me fait remonter dans son passé. Je vous dis namasté. Je vous souhaite encore de très beaux instants de lecture. Pour les nouveaux arrivants, j'ai déjà fait des instants de lecture sur le livre
les grandes voyances de l'histoire de Yael Didier. Donc vous aurez toute la préface et tout ça, blablabla. Pour les nouveaux arrivants, si vous voulez être averti quand je poste une vidéo, ça paraît redondant pour ceux qui sont déjà abonnés, je sais, c'est comme ça. Il faut vous abonner, vous créez un petit compte YouTube, vous mettez une adresse mail valide et vous abonnez en cliquant sur la petite cloche ou sur m'abonner. Et comme ça, vous recevrez une petite notification quand je poste des vidéos parce que je travaille avec mes guides et mes petits lumineux défunts. Et je ne choisis pas toujours les instants où je poste. Et je ne choisis pas toujours les inspirations du moment. Et puis aussi, j'aime avoir vos avis. Donc sous la vidéo, qu'est-ce qui vous plairait que je lise la prochaine fois? On en a déjà fait 3. Je vous redis les titres, tiens. Lucie, notre premier ancêtre. L'Arche de Noé, Akhenaton, Apocalypse de Saint-Jean, Jeanne d'Arc on l'a fait déjà, le Comte Dracula vient de le faire, Christophe Colomb, le David de Michel-Ange, un portrait de William Shakespeare, Nostradamus, la disparition de Mozart, le vrai Louis XVII, qui était Gaspard Hauser, le mystère de la mort de Louis II de Bavière, on l'a déjà fait, allez voir dans les vidéos, le secret de Mayerling, identification de Jack l'Éventreur, l'affaire Anastasia, Hitler, Sigmund Freud, Marilyn Monroe, la star assassinée, ou John Kennedy. Voilà, voilà. Je vous dis namasté, à très vite pour d'autres vidéos, mes amis d'ici ou d'ailleurs.